L'image d'avant l'image, numéro un, c'est de penser qu'avant de faire des pochettes de disques, d'associer des images au son et à l'expérience sonore que l'on a, il s'est passé quelque chose de bien plus curieux. Et c'est ces objets d'avant l'image qui m'intéressent de partager. Encyclopédie des objets invisibles, comment des objets nous donnent à penser, comment quelque chose de la pensée est à l'intérieur. L'image d'avant l'image, c'est que l'enregistrement de la musique, il n'est pas toujours passé par un enregistrement, et la diffusion elle-même, pas toujours par un support et par une image. Il y a eu une image d'autre chose avant qu'on va regarder tout de suite, tout simplement parce que la musique, elle se diffuse d'abord en étant écoutée, en étant libre, puis retranscrite par partition, elle est achetée en grande quantité. Dans les années 20, on arrive à 1 million de copies pour un hit, c'est-à-dire des diffusions via des supports, Debussy, Puccini. Ce qu'on découvre au cinéma, on va pouvoir, après l'avoir entendu, chercher à le retrouver dans une partition, et l'étape qui suit qui nous intéresse, dans un disque, un enregistrement. Edison d'abord, Berliner juste après, vont pouvoir capter un enregistrement. Mais ce qui est intéressant, et c'est la première idée aujourd'hui, c'est que finalement, l'enregistrement ne sert qu'à revivre quelque chose qu'on a déjà vu. Et donc, la façon dont il est présenté, la façon dont il est connu, et la façon dont on vient l'acheter lui-même, n'a pas besoin de décor, en fait, n'a pas besoin d'être valorisé. On est dans une connaissance intellectuelle, en un sens, puisque la partition, le nom de l'auteur, le nom du morceau, va suffire à retrouver dans la première vendeur de disques de 1936 dans le Milwaukee, Helen Guinness Music Shop. Vous voyez, les disques sont rangés là. On a ce qu'on appelle des tombstones, c'est-à-dire pierre tombale. L'objet est rangé, classé. Il a sur sa tranche le nom seulement, peut-être en lettres d'or. Et puis, il est classé de cette façon-là, en fait. On n'a pas de raison d'avoir une image qui accompagne l'ensemble, puisqu'on vient chercher ni une image, ni tout à fait un son original, ni le découvrir finalement. Ce qu'on comprend très bien dans l'expérience du disquaire aujourd'hui, on découvre, on flâne, on essaye. Là, on vient chercher quelque chose qu'on connaît déjà. Ce qui fait que quand Berliner capte pour la première fois, parce que c'est drôle, ces espèces de pochettes simplifiées font penser à la musique électro, pour certaines diffusées aujourd'hui. Quand Berliner fabrique un disque, il fait quelque chose que Edison en 1890 n'avait pas fait. Vous voyez le petit volume que tient le garçon dans les mains, la musique était enregistrée sur un tube. Ce que Berliner fait, c'est qu'il le fait sur une surface plate, et en faisant une surface plate, en utilisant une surface plate, il a pour la première fois donné la possibilité à une image d'arriver. Un sillon, plus ou moins creusé, et un clin d'œil à l'occasion sur ce deuxième point, la surface, se rappeler que Berliner venait du tissage, venait du monde du tissu avant de partir de l'Europe vers les États-Unis pour s'intéresser au son. Et peut-être quelque chose comme une petite encyclopédie des objets invisibles sur ce que tisser signifie serait pas mal à développer. Les premiers disques de Berliner, c'est dans la cire elle-même qu'on grave le tampon, le texte à l'intérieur du disque lui-même. Et puis, quand les ennuis de rapport de force avec d'autres producteurs arriveront et que Berliner partira à Montréal, il créera la Victor, la maison de production, qui donc s'intéresse à juste valoriser en son centre et à l'intérieur d'une pochette qui est ouverte en fait. On a une pochette ici qui est finalement beaucoup plus audacieuse, mais c'est l'objet lui-même qui est important, pas encore l'image qui va avec. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde le site Gallica de la BNF, on voit qu'on peut comparer ces séries d'étiquettes et y voir déjà des images, y voir un style, y voir une façon dans la couleur, la typo, l'organisation de la surface, une façon de regarder la musique et de rendre sensible à ce qui est enregistré à l'intérieur. Voilà la Helen Guinness Music Shop, on est en 1947, pas quelque chose de fou et pas quelque chose qui ressemble à ce qui sort en 1943 dans les premiers disquaires. Le self-service
moins de personnes qui vous vendent des disques et qui viennent les chercher pour vous. Et donc, il s'agit d'inventer un nouveau support qui va nous permettre, vente en série, produit de masse, emballage. Et emballage égale surface pour montrer. Enveloppe de papier trouée d'abord avec le nom, et puis petit à petit, visuel, qui fait que notre rapport lui-même au plaisir, au désir d'avoir de la musique, il est devenu énormément visuel. Conclusion, qui a fait ça? Steinway, en 1939, on y reviendra, premier graphiste à s'intéresser aux pochettes de disques, à les fabriquer, embauché par Columbia, à créer cette première pochette de disque pour la 9e de Beethoven et à augmenter, attention les yeux, de 800% les ventes de disques. Le premier a associé un jeu de typo, une image, de la couleur, à la fois au ressenti qu'il peut avoir, puisqu'il n'y a pas de travail avec l'artiste directement, et à penser que les outils du marketing sont sans doute à même de pouvoir vendre davantage. Un clin d'œil dans lequel on reviendra, pochette de Steinway qui peut vous faire penser à un bon vieux Pink Floyd. Pour aller plus loin, Néoprisme, le site qui revient sur les artworks et la musique, et notamment ce petit spécialiste Louis Benet, avec sa thèse « L'image comme vecteur d'enrichissement de l'expérience musicale ». On trouvera aussi Heinisch et Shapiro sur l'artification, comment petit à petit, notamment dans des arts forains, un enregistrement, une expérience va se diffuser dans une plus grande place et avoir le lieu de sa diffusion et de sa monstration. Et puis, dernière chose, la photographie et l'image d'avant l'image, c'est Willem Flusser qui s'intéresse à ça, sur comment quelque chose pourrait être une image avant même d'être montré, on pourrait dire ça. Si vous avez envie de vous y intéresser, le grand fan de Willem Flusser, François Bon, qui le diffuse sur sa chaîne. Encyclopédie des objets invisibles, l'image d'avant l'image. À bientôt.